Bonjour Guillaume. Bonjour, ça va? Merci d'avoir accepté cette interview, première interview en vidéo de mon podcast Confidence d'entrepreneur. C'est avec grand plaisir d'être là. Et surtout d'être le premier à tester cette nouvelle formule. Le but du jeu est de présenter le métier d'avocat pour les dirigeants d'entreprise, parce qu'on est dans notre format, la boîte à outils. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Bien sûr. Donc Guillaume David, moi je suis avocat depuis une vingtaine d'années, spécialisé dans la transmission d'entreprise. Pour me présenter rapidement et revenir un peu en arrière, donc j'ai une double formation en droit et en gestion finance, ce qui me semble primordial quand on accompagne au quotidien des dirigeants ou des repreneurs dans le cadre de la transmission. Donc moi j'ai monté le cabinet il y a une petite quinzaine d'années, donc un cabinet qui historiquement s'appelait Calino David Avocat, qui aujourd'hui s'appelle Wire Avocat. On est basé à Paris et à Bordeaux, puisque j'ai monté le cabinet à Paris avec Frédéric Calino, qui est mon associé historique en droit social. Et aujourd'hui, donc, on est 12 avocats. On est 6 avocats en droit des sociétés, donc dans mon équipe en corporate, 3 avocats en droit social, donc dirigés par Frédéric Calino, et 3 avocats en droit fiscal, dirigés par mon associé Dimitri Barois. L'équipe de Bordeaux est quasiment équivalente à l'équipe de Paris. Ouais, exactement. Aujourd'hui, on est donc 7 avocats à Bordeaux, 5 à Paris. On a une office manager aussi qui est top. On a une équipe... on a la chance d'avoir une équipe très stable. Voilà, moi, j'ai pas de turnover dans mon équipe depuis une dizaine d'années. Voilà, on n'a que des embauches, on n'a pas de départ. Donc, on est très fiers de l'ensemble de nos collaborateurs. C'est satisfaisant, ça. Ouais, c'est très satisfaisant. Ça veut dire qu'on se sent bien au cabinet. Et c'est aussi un gage de qualité pour nos clients parce que ça veut dire qu'on a la chance de pouvoir les suivre... sur la durée, et ils ont toujours les mêmes interlocuteurs. Donc, pour eux, ça, c'est un vrai point positif. Comment tu pourrais résumer ton parcours en une phrase? Alors, en une phrase, peut-être en un terme, c'est un peu le terme entrepreneur, je dirais. Pourquoi? Parce que au bout de 5 ans de collaboration, donc j'ai travaillé dans 2 cabinets à Paris, j'ai souhaité voler de mes propres ailes. Et donc, je me suis installé en partant de zéro, sans un dossier, sans un client. Donc avec Frédéric Calino, qui a eu la même envie que moi au même moment. Et je trouve que c'est un terme qui nous va bien. Pourquoi? Parce que c'est aussi à l'image des clients qu'on a. Donc, ce sont que des entrepreneurs, des dirigeants de TPE, PME. On les conseille vraiment de manière hyper pragmatique parce que ce que eux vivent, on l'a vécu nous aussi en partant de zéro et puis en grandissant au fil des années, en embauchant petit à petit. Voilà, c'est le terme, la phrase entrepreneur qui, à mon sens, nous définit mieux. Qu'est-ce qui t'a conduit à faire ce métier? Alors, je dirais que c'est presque par hasard que j'ai fait ce métier, parce que j'étais au lycée où j'étais pas le plus gros travailleur, j'avoue. Et puis, j'avais aucune envie de faire une prépa. Bosser comme un dingue de 3 ans sans être sûr du résultat, c'était pas mon truc. Mais bon, j'avais l'esprit assez carré, donc le droit me paraissait être une bonne option. Mon frère avait fait du droit aussi, donc ça m'avait un peu titillé. Pour être sûr que ça allait bien me plaire, dès la première année, j'ai commencé à faire un stage en cabinet, puis j'en ai fait ensuite tous les ans jusqu'à ma prestation de serment. Et ça m'a conforté vraiment dans mon choix. Donc vraiment, c'est le fait aujourd'hui de pouvoir conseiller nos clients vraiment qui me motive. Comment tu présentes ton métier à tes enfants? Alors ça, c'est pas une question, ça, c'est pas une réponse évidente à apporter. Parce que c'est vrai que dans l'esprit du public, l'avocat, c'est... le personnage en robe qui fait des effets de manche au tribunal. Moi, c'est pas du tout, plus du tout ce que je fais. Même si j'ai beaucoup plaidé par le passé, aujourd'hui, je fais que du conseil. Donc aujourd'hui, j'essaie vraiment de leur résumer de manière simple en disant que j'apporte du conseil à mes clients pour les aider à transmettre leur entreprise, notamment pour pérenniser leur emploi. Mais c'est vrai que dans leur esprit, voilà, ils voient surtout un père, un papa qui bosse beaucoup, qui est beaucoup derrière un ordinateur, en rendez-vous, en visio et au téléphone. Instant promo, est-ce que tu peux présenter un petit peu la répartition de l'activité chez toi entre les acquisitions, les cessions, la levée de fonds, voilà un peu l'organisation que vous avez et comment vous fonctionnez? Bien sûr, ouais, au sein de l'équipe, écoute, on a une grosse partie de l'activité qui est dédiée à la transmission. Ça doit représenter au moins les 3/4 de notre activité. On a fait l'année dernière une 60aine d'opérations de transmission. Une 40aine côté repreneur et une 20aine côté cédant. Donc, on conseille un peu plus de repreneurs que de cédants. Alors, c'est pas par choix, c'est juste parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de repreneurs, plus de repreneurs, on va dire, que
que de cédants, et surtout de cédants qui ont des entreprises qui sont finançables, qui sont suffisamment rentables pour pouvoir mettre en place une dette bancaire. Et puis, une parenthèse importante, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de dirigeants en fait, qui n'ont pas forcément conscience de leur possibilité de transmettre leur entreprise et de vendre leur entreprise. Et moi, j'ai rencontré pas mal de dirigeants qui atteignaient l'âge de la retraite et pour qui la seule issue était d'une liquidation amable de l'entreprise. Ce qui veut dire malheureusement la fermeture de l'entreprise, du coup le licenciement des salariés, alors que même une entreprise avec 1 ou 2 salariés peut parfaitement se transmettre. Soit un repreneur personne physique, soit une entreprise déjà existante qui veut faire la croissance externe. Ou soit même en interne, finalement. Parce que alors la statistique existe, alors elle n'est pas d'une précision chirurgicale, mais c'est entre 14 000 et 18 000 entreprises qui ferment pour cause de non-reprise, Ouais. qui sont viables, attention, c'est important. Mais nous, on travaille sur ces sujets-là, justement, sur des reprises en interne ou des reprises intrafamiliales, c'est plus compliqué. Mais on connaît tous quelqu'un qui est susceptible de reprendre. Et cette destruction de valeur et cette destruction de valeur ajoutée est terrible. Enfin, c'est vraiment dommage. Tu vois, il y a quelques années, j'avais eu le plaisir de travailler sur un livre blanc avec le ministère de l'économie sur ce sujet, où on arrivait à la conclusion, effectivement, qu'il y avait un gros travail de communication à faire auprès des dirigeants d'entreprise pour les informer et les stimuler sur la possibilité pour eux de vendre, soit à des tiers, soit parfois effectivement en interne, comme tu le disais, à leurs salariés. Et aujourd'hui, on fait 2 à 3 opérations par an de transmission de dirigeants au profit des salariés de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment top quand on arrive à ça. Peux-tu nous présenter ton métier d'avocat en droit des affaires? En quoi ça consiste? Quand est-ce que ton rôle commence? Quand est-ce qu'il s'arrête? Comment est-ce qu'on visualise ton métier? Enfin, comment tu visualises ton métier? Alors concrètement, pour faire un focus sur la transmission entreprise, en fait, moi, mon job premier, évidemment, c'est d'avoir une casquette de juriste et d'avocat. Donc, c'est de conseiller tous mes clients sur la rédaction de la documentation juridique. Mais en fait, on commence bien en amont. Pourquoi? Parce que ça fait une quinzaine d'années que je fais quasiment que de la transmission entreprise. Donc, évidemment, je me suis constitué un réseau important auprès d'intermédiaires comme toi, de conseils cédants, de banquiers, de fonds d'investissement, d'experts comptables, d'assureurs, etc. Et donc, on reçoit souvent des teasers de la part de conseils cédants qui nous transmettent des annonces de sociétés à vendre. Et quand nous, on a nos clients, parce que le but, c'est que nos clients viennent nous voir très en amont, avant même d'avoir une cible. Mais ils nous choisissent comme conseil parce qu'ils constituent leur équipe très en avance pour sortir une lettre d'intention s'il le faut en 48 heures. Et donc, pour revenir sur ces annonces d'entreprise à vendre, quand nous, on voit une entreprise qui est à vendre et une annonce qui peut plaire, qui peut coller au desiderata d'un de nos clients, on lui transmet. Donc, on arrive vraiment en amont. Et ensuite, concrètement, comme je te le disais, j'ai fait une double formation en droit et en gestion finance. Donc, même si je ne prends pas la place des experts comptables ou des experts en valorisation, on a une idée très claire aussi de la valorisation que peut avoir une entreprise. Donc là aussi, on intervient en amont auprès de nos clients pour leur dire un peu ce qu'on pense sur la stratégie aussi de négociation avec soit le cédant, soit le repreneur, selon le côté de la barrière duquel on se trouve. Donc voilà, on intervient en amont. Ensuite, on intervient aussi très concrètement, et c'est là que commence notre travail de rédaction, donc sur la rédaction de la lettre d'intention, qui est un peu le document fondateur, on va dire, dans une opération de transmission, et qui est un document qui fait quelques pages et qui liste toutes les conditions auxquelles le repreneur serait prêt à acquérir l'entreprise. Donc on intervient sur la rédaction de cette lettre d'intention, et puis derrière, on déroule sur tout le processus classique avec la réalisation des audits juridiques, social, fiscal, s'il le faut, la rédaction d'un protocole d'accord sous conditions suspensives, la constitution de la holding du repreneur, la transformation de la cible en SAS, s'il y a des fonds d'investissement, toute la négociation des pactes d'associés, la documentation autour de l'émission d'obligations simples ou convertibles, et puis jusqu'au Graal, qui est le closing, la réunion de signature. Et la coupe de champagne. Et la coupe de champagne, évidemment, à l'issue de la signature. Alors, c'est important parce que tu l'as dit, toi, tu commences à travailler au moment de la constitution de l'équipe. C'est pas forcément que à partir du moment où tu as trouvé une cible intéressante et que tu as besoin d'un avocat pour faire une LOI. Non, effectivement, nous, vraiment, ce qu'on dit à nos clients, c'est de nous faire intervenir le plus tôt possible. Alors, si on leur dit ça, c'est pas pour leur facturer plus d'honoraires à la fin, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne, mais c'est juste pour bien conseiller nos clients parce que... alors, je me suis jamais amusé à calculer, mais j'ai dû faire 300 ou 400 opérations de transmission. Donc, on a l'expérience. On sait comment aborder une négociation avec un cédant. On a souvent des clients qui viennent nous voir en disant, voilà, j'ai trouvé une cible, j'ai rendez-vous demain avec le cédant, qu'est-ce que je lui dis? Donc là, on n'est pas du tout dans le droit, on est juste dans le bon sens. On dit à nos clients, en gros, le premier truc à éviter, c'est ne parlez pas de prix. Sauf si le cédant vous en parle. Mais la première chose, c'est
essayez de vous mettre à la place du dirigeant. Est-ce que tous les matins, vous aurez envie de vous lever, de faire possiblement 3/4 d'heure, 1 heure de route pour aller vous asseoir dans le fauteuil du dirigeant? Est-ce que ça, vous y voyez ou pas? Ça, voilà, ça, c'est ce qu'on leur dit vraiment en premier. Ensuite, c'est effectivement parler du business avec, de bien comprendre en fait la manière dont fonctionne l'entreprise. Et surtout éviter de mettre le doigt sur les points qui pourraient fâcher en disant « Ah, j'ai vu que dans votre bilan, il y avait tel point, pourquoi, etc. » C'est le meilleur moyen de braquer un cédant. Ce qu'on dit à tous nos clients, mais il faut se vendre à son cédant. Ah, exactement. C'est important. Exactement. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, parce que moi ça m'arrive régulièrement malheureusement, non, mais pour la LOI, je vais voir avec mon expert comptable ou je vais la rédiger moi-même, encore pire. Alors, il y a des experts comptables qui font très bien leur métier et qui font très bien des très bonnes LOI. Ouais. Mais moi, ma théorie, c'est qu'on ne se fait pas opérer de la hanche par un dentiste. Mais qu'est-ce que tu leur réponds, toi? Alors, ce que je leur dis surtout, c'est vraiment ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que la lettre d'intention, c'est l'élément fondateur vraiment de l'opération de transmission. C'est un peu vraiment les fondations de la maison. Et si jamais les fondations sont mal faites, la maison peut s'écrouler. Donc, concrètement, nous, on tire pas, on n'est pas là pour tirer la couverture vers nous. Comme tu le disais très justement, il y a des experts comptables qui peuvent très bien rédiger des lettres d'intention, d'autres qui le font moins bien, voilà. Au même titre qu'il y a des conseils repreneurs ou cédants qui peuvent rédiger des lettres d'intention et qui le font aussi, certains le font très très bien. Mais dans tous les cas, on veut les relire. Pourquoi? Parce que rédiger ou même relire une lettre d'intention a fortiori, ça prend pas énormément de temps, c'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher. En revanche, et sans faire un cours de droit, même si juridiquement parlant, une lettre d'intention n'est pas juridiquement très engageante, dans l'esprit du cédant, ce qui est marqué dans la lettre d'intention, c'est gravé dans le marbre. Et donc, si on a un client qui vient nous voir avec une lettre d'intention signée en disant voilà ce sur quoi on s'est mis d'accord avec le dirigeant, et qu'on se rend compte à la lecture, parce qu'on en voit des dizaines par an, qu'il y a des trucs qui clochent, derrière, je peux t'assurer qu'on galère et qu'on rame vraiment pour rattraper le coup. Donc, si on peut prendre la main sur la rédaction de la lettre d'intention, c'est l'idéal, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans 95% des cas. Et si derrière, on récupère une lettre d'intention en cours de rédaction ou déjà signée, on croise les doigts pour qu'elle soit bien faite. Et puis, si c'est pas le cas, de toute façon, voilà, on est là pour conseiller au mieux nos clients et on sort les rames pour négocier. Ouais, c'est pas un problème. Il n'est pas trop tard pour faire appel à un avocat post-LOI. Non, pas du tout. Et encore une fois, autant on n'a aucune obligation de faire appel à un avocat dans le cas d'une transmission entreprise, contrairement par exemple à un notaire quand on achète un immeuble, autant on le conseille vraiment. Enfin, encore une fois, je suis pas là pour prêcher pour ma paroisse, entre guillemets. Mais on s'en rend compte, enfin d'ailleurs nos clients nous le disent en disant mais si j'étais pas passé par un avocat, jamais j'y serais arrivé, ou en tout cas jamais à ces conditions-là. Chacun son job, c'est normal. Hein. Et puis il faut sécuriser les opérations, on va y revenir. Mais et qu'est-ce que tu penses des gens qui veulent, pour économiser, parce que c'est toujours le sujet, hein, les honoraires, on va prendre qu'un avocat, par exemple, soit la partie acquéreur, soit la partie cédante. Ouais, alors ça peut fonctionner dans le cas d'une cession de fonds de commerce. En revanche, dans le cas d'une cession de titres avec une garantie d'actifs et de passifs, je le déconseille, enfin pour plusieurs raisons. Déjà, des raisons déontologique aussi, parce que quand on est rédacteur unique, on est censé conseiller, enfin on doit conseiller les deux parties. Et donc quand on a un client qui vient nous voir et qui nous mandate pour le conseiller, on peut pas conseiller l'autre. Enfin c'est très compliqué. Et puis même d'un point de vue, c'est du bon sens, c'est-à-dire que là aussi sans faire un cours de droit, dans le cas d'une transmission, il y a quasi systématiquement ce qu'on appelle une garantie d'actifs et de passifs, c'est-à-dire que le cédant fait tout un tas de déclarations pour indemniser le cas échéant le repreneur si jamais il y a un pépin post-cession dont le fait générateur serait antérieur à la vente. Et là, forcément, il y a des intérêts divergents. C'est-à-dire qu'on a un cédant qui va vouloir garantir le moins possible et un repreneur qui voudrait être garanti le plus possible. Donc, comme les intérêts sont divergents, si tu as un seul avocat qui est assis entre deux chaises, pour rester poli, ça marche pas. Donc, je le fais pas. Je l'ai fait une fois dans un contexte extrêmement particulier avec un cédant et un repreneur qui se connaissaient. Dans ce cadre-là, il n'y avait quasiment pas de gap. Mais sinon, c'est très compliqué. Je refuse de le faire. Et qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent « Ah, j'ai un avocat qui me suit depuis longtemps, qui fait le corporate, le légal annuel habituel, et il connaît très bien la boîte, donc je vais faire appel à lui plutôt qu'un tiers que je ne connais pas. » Écoute, pour reprendre ton image qui est très vraie, c'est que tu ne fais pas opérer de la hanche par un dentiste. Et moi, je compare, même si ça peut être un peu simpliste, mais je compare souvent les avocats aux médecins. C'est-à-dire que tu as des généralistes et des spécialistes. Et nous, notre spécialité, c'est vraiment la transmission entreprise. Donc, moi, je ne fais pas le divorce de mes clients, je renvoie ça vers des confrères. Et on l'a vu dans certains dossiers où, quand on a en face un avocat qui, certes, connaît l'entreprise depuis très longtemps, mais qui fait surtout son recouvrement ou son contentieux et qui, malheureusement, ne fait pas de transmission au quotidien,
Ça part souvent au clash. Pourquoi? Parce que quand on a un avocat en contentieux, c'est pas du tout une critique, hein, parce que j'ai fait beaucoup de contentieux par le passé, mais qui a l'impression qu'à chaque fois qu'on négocie quelque chose, on essaye, si tu me passes l'expression, de lui faire un peu à l'envers, ça colle pas. Et donc moi, il y a quelques années, j'avais eu le cas d'un client qui faisait une croissance externe. Et en face, on avait une avocate qui faisait que du contentieux, qui en plus était la fille du cédant. Donc il y avait énormément d'affect et évidemment, il s'est passé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que ça a clashé et les discussions sont pas allées au bout et ça s'est même fini en contentieux. Donc non, non, vraiment le conseil, et on essaye de faire passer le message en fait à nos clients quand en face ils ont un cédant qui n'est pas conseillé ou qui est un avocat qui n'est pas spécialisé, c'est de faire passer le message en disant que ce serait bien qui change d'avocat. Donc c'est pas toujours diplomatiquement, c'est pas toujours facile. Mais là aussi, j'ai plusieurs dossiers en tête où les cédants, après coup, ont remercié le repreneur de les avoir incités à changer d'avocat. Non, de toute façon, il faut, alors là pour le coup, je vais prêcher pour ma paroisse, trouver un avocat trouveur de solutions plutôt que quelqu'un qui va être arc-bouté sur tous les sujets. Ouais, bien sûr. Une opération, c'est un moment stressant pour toutes les parties. Il y en a un qui va débourser quelques millions d'euros pour acheter quelque chose qu'il ne connaît pas. Ouais. Et l'autre qui va vendre 20, 30, 40 ans de sa vie, de son travail. 10 000 euros sur l'échelle de 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, c'est pas grand-chose. Mais 10 000 euros à titre perso, c'est la voiture du gamin, par exemple. Enfin, mais c'est beaucoup d'argent. Donc, nous, on est vraiment hyper vigilants sur la question des honoraires. Donc, tu vois, nous, alors, c'est très personnel, mais nous, on prend pas de provision au début du dossier. On facture tout à la fin du dossier au moment du closing de l'opération de transmission. Si malheureusement l'opération n'aboutit pas et que le client repart sur une deuxième opération, on garde sous le coup les heures qu'on a faites sur la première opération pour les facturer au moment du closing de la deuxième opération. Donc, on est hyper vigilant. Mais tu vois, ce qu'on dit aussi souvent à nos clients, c'est que, et tu le dis très justement, 10, 15 000 euros sur une opération à 2 millions, même si ça représente beaucoup d'argent, c'est vraiment un tout petit pourcentage. Et en plus, c'est financé par la banque. Donc, les 15 000 euros sont financés sur 7 ans. Donc, c'est, entre guillemets, peanuts. C'est pas ça qui va remettre en cause la réussite de l'opération de transmission. Pour résumer, l'équipe qu'il faut constituer autour d'une transaction, alors plutôt côté cession, hein, on parlait, mais on en a parlé, il y a l'expert comptable. Ouais. L'expert comptable, il y a tout l'historique de la boîte, il connaît tout par cœur. Ouais, bien sûr. On a le cabinet de FUSAC, qui est là pour valoriser, trouver les bonnes contreparties, faire une vraie stratégie commerciale pour aller chercher le meilleur acquéreur, le meilleur projet d'acquisition. On est là aussi pour mettre un peu d'huile dans les rouages et de faire de la coordination de projet, etc., etc. Le CGP, c'est important d'en parler. On les voit de plus en plus souvent sur les opérations. Donc, le conseiller en gestion de patrimoine, qui peuvent intervenir sur des questions, pas forcément d'optimisation fiscale, mais d'amélioration fiscale versus ce qu'on veut faire du fruit de cession. Ce qui est hyper important. Nous, on a des dirigeants, je veux vendre, je veux payer le moins d'impôts possible. Ah, ok, tu veux faire quoi après ? J'aimerais bien acheter une maison ou faire ci ou faire ça. Il faut faire des arbitrages. Si tu veux acheter une maison à Arcachon, c'est mieux de vendre à titre personnel que d'avoir une holding, etc., etc. Donc, c'est hyper important parce que vendre cher, c'est une chose, optimiser la fiscalité, c'en est une autre, mais au-delà de ça, c'est quel est le projet après. Ça, c'est hyper important. Et enfin, l'avocat, qui a un rôle, à mon sens, de cadrage et de sécurité de l'opération, parce qu'il est quand même assez garant de la sécurité, de la faisabilité juridique, notamment de l'opération. La légalité de l'opération, ouais, tout à fait. Voilà, et nous, on va aller chercher des compromis un peu feng shui de temps à autre, on va chercher des trucs un peu capillotractés. Souvent, vous nous recadrez en disant « ouais, non, ça, tu peux pas le faire, mais par contre, ça, on peut le faire. » Et voilà. Et en fait, cette dream team autour du dirigeant, qu'il soit acquéreur ou cédant d'ailleurs, c'est hyper important parce qu'on a chacun notre point de vue, notre expertise. Je vais reprendre le schéma de la santé, mais tu as des spécialistes et ce qui fait qu'à la fin, tu arrives à guérir et à aller au bout de ton opération. Quels sont les enjeux juridiques majeurs autour d'une opération aujourd'hui ? Quels sont vraiment les points de vigilance hyper importants ? Les vrais points de vigilance, alors là, tu parlais du cédant, effectivement. En amont, ce qui est important pour un cédant, c'est effectivement toute la fiscalité de l'opération. Donc ça, il y a un travail à faire. Et là aussi, on essaie de faire un peu de pédagogie autour de nos clients dirigeants, et même si c'est à chaque fois un petit coup, hein, encore une fois, qui n'est pas neutre, mais anticiper la fiscalité de l'opération, justement, pour pas se rendre compte à la dernière seconde qu'il faut apporter des titres à une holding ou faire des donations à ses enfants, ce qui pourrait retarder l'opération. Donc ça, c'est un point important.
Ensuite, sur les autres aspects juridiques, je pense qu'on a évoqué un peu la garantie d'activité passif tout à l'heure. C'est attirer l'attention aussi de nos clients quand on est côté cédant, j'allais dire de toiletter un peu l'entreprise avant la cession pour limiter les risques de mise en œuvre de garantie d'actifs et de passifs. Quand on est côté repreneur, c'est vraiment mettre le doigt sur les sujets qui peuvent derrière mener à des passifs. Donc, c'est vraiment le rôle des audits qui est primordial. Mais c'est vrai que tu vois, dans les opérations de transmission, c'est soumis au droit civil, au droit commercial, au code de commerce. Mais c'est peut-être une branche de droit où il y a un petit peu moins d'application du droit stricto sensu, comme on peut le voir en droit fiscal, comme on peut le voir en droit social ou dans d'autres matières juridiques. Est-ce que tu as des clients qui ont des attentes au-delà de l'aspect juridique? Par exemple, un client qui te dit est-ce que je fais vraiment bien d'y aller? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Ouais, et c'est là que c'est évident, c'est pas évident effectivement de rester dans notre rôle d'avocat stricto sensu, mais comme je te le disais, on a beaucoup d'expérience, donc on a une vision un peu à 360 de l'opération, et on a des clients qui nous font vraiment confiance, parce que ce soit des cédants ou des repreneurs, très souvent c'est la première fois qu'ils font ça. Et donc ils s'appuient vraiment sur nous. Donc il y a au-delà de l'accompagnement juridique stricto sensu, il y a un accompagnement humain qui est hyper important vraiment, qui est vraiment primordial. Et c'est aussi pour ça qu'on a la chance d'accompagner beaucoup de nos clients, c'est que on fait pas que du droit, donc on fait beaucoup d'humain aussi. Quand je présente le cabinet et que j'ai un prospect en face de moi, je leur parle aussi vraiment de ce côté humain, de l'accompagnement, j'allais dire un peu psychologique aussi. Quand on est côté cédant, qu'on a créé sa boîte il y a 30 ans, on vend un peu son bébé. Donc ça c'est important, donc il faut préparer la suite aussi. On a beaucoup de dirigeants qui ne préparent pas la suite et qui se retrouvent un peu en haut de la falaise et qui ont un peu la trouille de sauter, et c'est normal. À l'inverse, on a des repreneurs aussi, tu le disais très justement, qui mettent 30 ans d'économie aussi sur la table pour acheter une boîte. Donc c'est pas évident. Donc c'est vraiment voilà, l'accompagnement humain, c'est très important. Et c'est ce que disent souvent nos clients, et c'est pour ça on a de la chance aussi, ils nous recommandent beaucoup auprès de leurs connaissances. C'est que voilà, on va au-delà d'un simple conseil juridique. Et est-ce que tu penses que ton accompagnement, ton modus operandi a évolué avec les nouvelles générations? Ça fait 20 ans que tu fais ce métier. Est-ce que tu as des demandes qui évoluent ou une façon de pratiquer qui évolue? Pas tant que ça. On pourra peut-être parler de l'IA 30 secondes aussi sur notre métier, mais très sincèrement, non. Le process, alors c'est vrai que ça s'est un petit peu complexifié en ce sens que les garanties d'actifs et de passifs, on a l'impression qu'il y a c'est comme l'inflation en France, hein, on a l'impression que c'est galopant, on passe de 15 à 40 pages. Bon, même si on se fait pas payer à la page, mais donc là, c'est un peu plus compliqué. Après, ce qui est vrai, c'est que ces dernières années, malheureusement, l'économie a quand même eu beaucoup de soubresauts entre le Covid, la guerre en Ukraine, la dissolution, j'en passais des meilleurs. Donc, on a des négociations qui sont aussi un peu complexifiées. Donc voilà, ça c'est peut-être un point effectivement qui a évolué. Et puis du coup, le renforcement vraiment de l'aspect humain du conseil qu'il a aussi s'est développé. Et puis pour faire une petite parenthèse sur l'IA, évidemment ça va influer aussi sur le métier d'avocat, en droit des sociétés notamment, donc par exemple sur tout ce qui est approbation de comptes, voilà, ça c'est quelque chose qui à terme va peut-être être amené à disparaître. En revanche, j'ai un peu moins d'inquiétude sur notre métier vraiment dans le cadre de la transmission. Je pense pas que ça nous remplace vraiment dans l'immédiat. Ça peut nous simplifier la vie, effectivement, sur la rédaction de documentation. Mais je te le disais, il y a vraiment un côté humain et psychologique qui est énorme. Et aujourd'hui, l'IA, pour l'instant, ne peut pas l'aborder. Et donc, ça a rassuré un cédant, rassuré un repreneur. Il n'y a que l'humain, pour l'instant, qui peut le faire. Et puis expliquer aussi. Et expliquer, ouais, évidemment. Ouais, donc, On passe beaucoup de temps à faire de la pédagogie, aussi bien toi que moi. Ouais. Mais c'est vrai. C'est hyper important. Hyper important. Et aujourd'hui, voilà, heureusement, là, nos clients s'appuient plus sur nous que sur ChatGPT ou équivalent. Comment un repreneur ou un cédant doit identifier son équipe? D'après toi, quel est le facteur qu'il doit avoir pour se dire j'ai envie de travailler avec cette personne? Alors, la compétence, évidemment, mais on part du principe que tous les avocats qui font de la transmission sont compétents. Il y a la question des honoraires, mais je ne dis pas qu'elle est annexe, parce qu'on le voit sur le coût de l'avocat est important, bien évidemment, mais comparé à la taille globale de l'opération, c'est vraiment un petit pourcentage. Pour moi, c'est vraiment le facteur humain. C'est un terme que j'ai déjà employé, mais je le dis, je le répète, c'est vraiment primordial. Donc, c'est un feeling, vraiment un bon feeling, parce que
Encore une fois, les cédants ou les repreneurs, dans 90% des cas de nos clients, c'est la première fois qu'ils rachètent ou qu'ils vendent une boîte. Donc, ils veulent nous faire confiance. Et donc, c'est leur montrer qu'on connaît notre job sur le bout des doigts, qu'on connaît aussi les bons acteurs et qu'on peut leur faire profiter avec plaisir de notre réseau. Et ça les rassure. Parce qu'on a des cédants qui sont très angoissés pour plein de raisons, parce que ils sont angoissés de la suite, ils sont angoissés d'annoncer ça à leurs salariés, ils sont angoissés de savoir est-ce que la boîte va être pérenne, est-ce que le dirigeant, le repreneur va pouvoir conserver les mêmes atouts que l'entreprise, est-ce que ça va pas être un gros chamboulement. Donc on a des cédants stressés, on a des repreneurs stressés parce que ils ont été salariés 10, 15, 20 ans dans une boîte. Et là, ils se retrouvent du jour au lendemain dans une entreprise qu'ils ne connaissent pas, la plupart du temps, avec des salariés qu'ils ne connaissent pas, des clients qu'ils ne connaissent pas, souvent un secteur d'activité qu'ils ne maîtrisent pas. Donc voilà, on est là pour les rassurer, pour leur enlever du stress. Et ils peuvent s'appuyer sur nous. Voilà, ils savent qu'on est joignable et disponible. Et c'est ça qu'ils viennent rechercher chez nous. Alors, on l'a pas dit, mais on se connaît depuis 10 ans. Ouais. On est tous les deux membres de l'association Le CRA. Ouais. Quand tu t'es installé à Bordeaux, tu faisais énormément de MBI, reprises par personne individuelle. Aujourd'hui, ça s'est un peu plus stabilisé, mais néanmoins, souvent, quand on a un MBI, c'est souvent toi qu'on a en face. Quand nous, on transmet une entreprise, comment est-ce que tu vois le marché aujourd'hui ? Comment est-ce qu'il évolue de ta lorgnette d'avocat ? Ouais. Oui, tu parlais du CRA, donc c'est une association cédant repreneur d'affaires qui est basée... le siège est à Paris, mais il y a des délégations partout en France, et donc il met en relation des cédants et des repreneurs. Donc c'est une super association. Petit coup de pub, je referme la parenthèse. Aujourd'hui, comment je ressens ? On a de plus en plus de repreneurs. On a beaucoup de repreneurs qui, on en parlait il y a quelques instants, dans un contexte économique pas toujours évident, ont parfois été contraints de quitter leur entreprise et qui ne souhaitent plus être salariés, qui veulent se mettre à leur compte. On a des cédants qui ont aussi parfois ont du mal un peu à lâcher la rampe. Pourquoi ? Parce que, toujours pour la même raison, contexte économique pas évident, du coup, on des bilans qui sont pas terribles, et donc du coup, ils se disent non, j'ai pas envie de brader ma boîte alors que ça fait 30 ans que je l'ai montée. Donc on a parfois des difficultés à trouver vraiment le bon prix entre le cédant et le repreneur. Donc là, on a là aussi un travail de pédagogie à faire auprès des cédants, en leur disant que de toute façon, le seul juge de paix, c'est la banque. Et que si le dossier n'est pas finançable, ça sert à rien de vouloir en demander trop, parce que de toute façon, il n'y aura personne en face. Donc voilà, donc c'est peut-être une évolution depuis quelques années sur les négociations qui sont peut-être un petit peu plus délicates à mener. Mais voilà, on arrive à trouver des solutions. Encore une fois, nous, on est là pour défendre au maximum les intérêts de nos clients, qu'on soit repreneur ou cédant, mais on est les premiers à leur dire, voilà, sur tel point, vous pouvez lâcher. Sur la valo, vous pouvez peut-être lâcher un peu pour telle ou telle raison. Parce qu'il n'y a pas de récurrence dans l'activité, parce qu'il y a une baisse d'activité, parce que voilà, quelle qu'en soit la raison. Quels sont les atouts, selon toi, entre un repreneur personne physique et un repreneur personne industrielle ? Nous, ce qu'on appelle des industriels, c'est-à-dire un confrère ou une société. Ouais, qui ferait la croissance externe. Personne morale qui fait de la croissance externe. Alors là aussi, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que ça va aussi vraiment dépendre de la personnalité du cédant. Donc on a des cédants pour qui la priorité est le chèque. Donc le montant du chèque. Donc là, dans ces cas-là, c'est vrai que les personnes morales qui font de la croissance externe ont quand même un net avantage sur les personnes physiques, pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent, financièrement, elles ont plus de moyens. Et puis, deuxième raison, c'est qu'il y a souvent des économies d'échelle qui peuvent être faites assez rapidement, donc avec un dirigeant qui n'aura pas à se payer parce qu'il se paye déjà sur sa première société, sur des locaux qui pourront fusionner, entre guillemets, et donc on fait une économie sur un bail commercial, ce qui n'est pas le cas pour une personne physique. Donc ça peut être un avantage effectivement pour une personne morale. On a aussi parfois des dirigeants qui préfèrent privilégier la pérennité avec les salariés en disant c'est quelqu'un de mon secteur qui connaît bien l'activité, donc il y a peut-être moins de risques. Ce qui n'est pas toujours vrai parce que quand on a des doublons dans le cas d'une croissance externe, on a des salariés qui sautent malheureusement et qui sont licenciés, ce qui n'est pas le cas d'une personne physique. Donc voilà, ça c'est l'avantage des personnes physiques, c'est que généralement elles ne déménagent pas l'entreprise, elles gardent les salariés, elles s'appuient sur l'équipe existante. Et donc quand on a des cédants qui, à prix quasiment égaux entre une personne physique et une personne morale, privilégient vraiment la pérennité de l'entreprise, elles choisissent les personnes physiques. Donc voilà, donc quand j'ai des clients en personnes physiques qui se retrouvent en face avec des personnes morales, je leur dis, c'est pas grave, jouez votre carte à fond. C'est vrai que ce sera pas sur le financier que ça va jouer, mais c'est plus sur vos qualités humaines. Qu'est-ce qui fait un beau dossier pour un avocat ? Alors, ce qui fait un beau dossier pour les avocats, alors après, ça,
on va me prendre pour un hypocrite, mais chez moi, en tout cas, c'est pas le montant des honoraires, c'est pas la taille du dossier, nous, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est que le client soit bien conseillé. Donc, le beau dossier, pour nous, dans la transmission, c'est une transmission réussie. Donc, c'est un cédant qu'on a pu accompagner ou un repreneur qu'on a pu accompagner aussi, qui nous remercie à la fin. Ça, c'est le beau dossier. Que ce soit un dossier à 100 000 euros ou un dossier à 10 millions d'euros, peu importe chez nous. Il n'y a pas de gros ou de petits dossiers. Donc, Voilà. moi, c'est quand les deux parties me remercient. Ouais. Et qui sont tous les deux contents d'avoir fait une bonne OP, c'est que généralement, tu as bien fait ton boulot, quoi. Exactement. Quel conseil tu donnerais à un candidat à la reprise ou à la cession aujourd'hui, qui se pose des questions pour faire une opération? Alors, quel que soit le côté, encore une fois, qu'on soit cédant ou repreneur, c'est de se faire conseiller. Là aussi, c'est pas du tout pour faire la pub pour les avocats. Voilà, on est face à encore une fois, des dirigeants, des repreneurs qui achètent pour la première fois, qui vendent pour la première fois, donc ils savent pas faire. Donc, c'est vraiment prendre des conseils en amont, ne pas se lancer tout seul, parce que c'est le meilleur moyen de se planter, et à vouloir faire économiser quelques centaines ou milliers d'euros, ils en perdent beaucoup plus à la fin, surtout quand ils se sont portés caution personnelle dans le cadre du prêt. Donc, c'est aller voir des différents types d'organismes, comme le CRA, on en a parlé, comme les chambres de commerce aussi, qui proposent aussi des entreprises à la vente, aller voir les différentes bourses d'annonces de sociétés sur BPI, on n'est pas là pour faire la pub, mais Fusac, Calvo, etc. sont des plateformes qui, là aussi, mettent en relation des cédants et des repreneurs. C'est de rencontrer aussi, quand on est repreneur, de rencontrer d'autres personnes qui ont racheté des entreprises. Là aussi, pour savoir quels sont les écueils à éviter, ne pas perdre de temps. Et puis, je dis pas que c'est un job à plein temps, mais presque, en fait, quand on est repreneur. Donc, on a parfois des repreneurs qui sont encore en fonction. Donc, c'est pas évident de se consacrer à la reprise, mais c'est chronophage, d'étudier les dossiers, de rencontrer les dirigeants et ensuite d'aller rencontrer les banquiers, les différents acteurs jusqu'à la cession définitive. Donc, voilà, le meilleur des conseils, c'est de prendre conseil, en fait, auprès de spécialistes, tout simplement. Il faut aller voir les intermédiaires aussi, c'est important. Et bien sûr, il faut aller voir les intermédiaires, mais tu as bien raison. Non, on parlait des associations, mais évidemment des intermédiaires qui ont des mandats de cession et des entreprises avant, donc il faut aller vous voir. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui a envie d'embrasser une carrière d'avocat en droit des affaires? Vas-y, lance-toi. Franchement, c'est un super métier qui mêle à la fois le juridique, qui mêle donc le droit, mais les chiffres aussi, qui mêle l'aspect humain. Je le dis, je le redis, mais c'est vraiment primordial. Faut pas faire ce métier pour l'argent, sinon, franchement, on perd très vite toutes ces illusions. Donc, non, ce qu'il faut, c'est de faire des stages aussi. Ça, nous, c'est important. Nous, on a systématiquement des stagiaires au cabinet qui sont en licence, en master, qui sont même parfois en second, là, où on les prend une semaine, mais pour leur faire apprendre le métier, ou en terminale aussi, pour savoir s'ils ont envie de se lancer dans le droit. Donc, c'est discuter avec des professionnels, des avocats. Voilà, nous, on est très ouverts à les recevoir. Quand j'étais plus jeune, on m'a consacré beaucoup de temps. Donc, aujourd'hui, c'est normal que je rende l'appareil. Donc, je consacre aussi du temps aux stagiaires et c'est bien normal. Est-ce que tu aurais envie que tes enfants te rejoignent une fois qu'ils auront l'âge? Pas du tout. Enfin, je pense que c'est pas moi qui veux pas, je pense que c'est eux qui n'ont envie pour l'instant. Non, j'ai des enfants qui, pour l'instant, enfin, moi, mon aîné a plutôt envie de bosser, d'être maraîcher ou même son projet actuellement, tu vas essayer d'aller partir au Brésil pour avoir une exploitation de fruits exotiques. C'est génial. Ouais, c'est génial. Donc, pas du tout dans le droit. Donc, non, mon épouse est aussi avocate et je sais pas, pourtant, non, le métier est chouette, mais ils n'ont aucune envie de le faire. Et moi, je vais surtout pas les pousser. Donc, non, c'est très bien qu'ils fassent ce dont ils ont envie et j'ai pas du tout envie de les faire venir au cabinet. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier? Les relations humaines. Ok. Vraiment. Et à l'inverse, le plus difficile? Le plus difficile dans notre métier, c'est aussi de voir parfois un peu la détresse d'un repreneur qui a passé beaucoup de temps et a misé pas mal d'argent sur une entreprise et qui, à la fin, malheureusement, le dossier ne se fait pas pour différentes raisons, parce qu'on a découvert quelque chose dans le cadre de l'audit qui n'allait pas. Voilà, ça, c'est pas évident, mais on est là pour les accompagner dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc, on est là aussi pour les soutenir. Ce qui n'est pas évident aussi, et malheureusement, on a plusieurs clients dans cette situation. Ce sont des clients qui ont repris il y a quelques années et qui aujourd'hui, face à des difficultés financières,
se retrouve obligé de se placer en sauvegarde, en redressement, voire en liquidation judiciaire, et ça, c'est pas marrant. Hmm. Mais bon, voilà, ça fait partie du job et on est là pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent rebondir. Est-ce que tu as, pour finir, un dossier emblématique qui image bien ton métier, où tu as eu à peu près tous les cas de figure? Ouais, j'en ai plusieurs. Alors, on va pas citer de nom, évidemment, on peut pas le faire, mais des dossiers avec des négociations qui ont duré un an plus finir. On a eu l'impression que les négos allaient achoper 2, 3, 4 fois. Finalement, chaque fois, on va rechercher le cédant en face ou le repreneur pour refaire une négo, pour arriver à un accord. Et voilà, ça, franchement, c'est la plus belle des réussites et des récompenses pour nous, c'est d'avoir un client qui est content. Donc, des dossiers emblématiques, il y en a plein, ouais. Malheureusement, donc ça, c'est quand ça se termine bien. Parfois, ça se termine mal aussi, ou 2-3 jours avant le closing, on découvre un énorme cadavre dans le placard que le cédant nous avait caché et qu'on ne pouvait pas découvrir. Et là, du coup, c'est voilà, encore une fois, on parle de détresse du repreneur, mais c'est vrai. Hein. Et voilà, ça, c'est pas évident, mais ça fait partie des dossiers un peu emblématiques aussi. Mais encore une fois, on est là pour. C'est une belle expérience humaine, c'est ce qu'on dit à nos clients humainement. Que ça aille au bout ou pas, ils ont appris plein de choses. Ils s'en sortent toujours voilà, grandis et même si je ne tiens pas de statistiques officielles, aujourd'hui, quand on a une lettre d'intention qui est signée 90 ou 95% du temps, ça va au bout. Et ça, c'est une belle récompense. Une LOI bien faite, ça va au bout. On y revient, ouais, exactement. Exactement. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Thomas.